est-ce encore le cas pour la Russie d'aujourd'hui? Je vous propose de consacrer 3 volets du dessous des cartes à la Russie pour tenter de comprendre les logiques de sa politique étrangère. Mais tout d'abord, regardons 5-6 cartes montrant la formation du territoire russe. Sur cette carte, nous sommes en Europe orientale. C'est là que naît, au IXe siècle de notre ère, le premier État russe, la principauté de Kiev. Les Slaves orientaux vivent dans la région depuis 800 avant Jésus-Christ, et ils vont se regrouper sous l'impulsion de commerçants d'origine scandinave, les Varegs. Les Varegs recherchaient des voies commerciales vers l'Empire byzantin et abbasside. Ces voies suivent les grands fleuves de la région, Volkhov, Dniepr, Dvina, qui font le lien avec la mer Baltique, la mer Noire, la mer Caspienne. Alors les Varegs prennent peu à peu le contrôle d'un territoire qui s'étend entre Novgorod et Kiev, avec des voies de commerce fluviales ouvrant la Russie aux influences de Byzance, puisque c'est vers la fin du Xe siècle que le pays va se convertir au christianisme byzantin. En 1054, la principauté russe de Kiev est à son apogée. Elle a intégré toutes les tribus slaves avoisinantes et elle est devenue, par le commerce de la fourrure, du blé, de l'ambre, l'un des pays les plus prospères d'Europe. Eh bien, plusieurs facteurs vont contribuer à son morcellement. D'abord, une extension territoriale excessive, ensuite les luttes de succession, et puis les principautés de Novgorod, de Souzdal, avec le centre de commerce de Moscou, qui vont entrer en concurrence avec Kiev. La principauté de Kiev ne pourra pas résister aux assauts de barbares venant de l'Est. Ces barbares sont appelés Tatars par les Russes, ce sont les Mongols, et à partir de 1240, les principautés russes deviennent vassales du grand Khan de la Horde d'Or. La deuxième carte importante de l'histoire de la Russie, c'est celle de la principauté de Moscou en 1462. On est alors sous le règne d'Ivan III, et la principauté de Moscou se lance dans la conquête de territoires russes, souvent vassaux des Mongols, Yaroslav, Rostov, Tver, Novgorod. Ivan III est victorieux et il peut cesser, en 1476, de payer le tribut au Khan mongol, ce qui marque la fin de la suzeraineté mongole sur la Russie et le début de l'expansion de la Russie vers l'Asie. La troisième carte que l'on peut regarder, c'est celle de l'expansion à l'est de la Russie sous le règne d'Ivan le Terrible, Ivan IV. En 1552, pour affaiblir les Mongols, il prend Kazan, puis Astrakhan en 1556, puis le Khanat de Sibir en 1584. Alors, cette étape est symbolique pour 2 raisons. Les Tatars de Kazan sont le premier peuple non russe et non orthodoxe conquis par Moscou. Et puis, grâce à la prise de Kazan et d'Astrakhan, les Russes ouvrent leur vision sur la steppe et sur la Sibérie. À l'intérieur, en fusionnant les traditions de pouvoir byzantin et tatar, Ivan le Terrible met en place un pouvoir absolu, c'est-à-dire seulement soumis à Dieu. Il s'autoproclame César de toutes les Russies, d'où le nom tsar en russe. Il se veut l'héritier de l'Empire romain d'Orient, et ce d'autant plus depuis que la prise de Constantinople a été opérée par les Turcs en 1453. Moscou se voit donc comme la 3e Rome, protectrice de la vraie foi. 4e carte, c'est celle de l'expansion vers l'ouest avec la Russie de Pierre le Grand. Pierre le Grand est l'un des premiers Romanov, c'est lui qui met en place une armée russe, il réforme l'administration, il développe la métallurgie, la verrerie et fait ouvrir son pays au commerce en donnant ainsi naissance à une Russie moderne. Le problème, c'est que la Russie est un pays enclavé. Depuis qu'elle a perdu en 1617 sa façade baltique au profit de la Suède, elle n'a plus, côté européen, d'accès à la mer. Elle n'a plus que le port d'Arkhangelsk sur la mer Blanche, mais ce port est prisonnier des glaces en hiver. Donc, il faut sortir le pays de l'enclavement. C'est pour cela que pendant plus de 20 ans, entre 1700 et 1721, Pierre le Grand va au nord combattre la Suède. Avec la paix de Nystad en 1721, la Russie s'agrandit de l'Hongrie, de la Livonie, de l'Estonie et de la Carélie,
Alors grâce à cette large ouverture maritime sur l'Europe, Pierre le Grand peut développer une flotte et faire ainsi de la Russie une puissance européenne. Il fonde en 1703 la nouvelle capitale qui va porter son nom, Saint-Pétersbourg, bien plus proche de l'Europe occidentale que ne l'est Moscou. Maintenant, du côté de l'Asie, Pierre le Grand poursuit les conquêtes et la colonisation de la Sibérie, ce qui ouvre des relations commerciales avec la Chine des Qing. Tout au long du XVIIIe siècle, Catherine II, elle, va poursuivre les orientations de Pierre le Grand et élargir les frontières de l'Empire russe. À l'ouest, la Russie devient puissance centre-européenne. Elle est frontalière de la Prusse et de l'Autriche lors de l'annexion d'une partie de la Pologne, après les trois partages de ce pays, entre 1772 et 1795. Au sud, Catherine II affronte l'Empire ottoman. Elle conquiert ainsi le Khanat de Crimée et la rive nord de la mer Noire, c'est-à-dire un accès à la Méditerranée. Là, elle fonde le port militaire de Sébastopol et le port de commerce d'Odessa. Dans le Caucase, la pénétration russe se poursuit avant tout au nom de la défense des chrétiens d'Orient, ce qui contribue à la création d'un protectorat russe en Géorgie orthodoxe. Et puis enfin à l'est, Catherine II franchit le détroit de Bering et fait explorer à partir de 1741 une terre récemment apparue sur les cartes et qui s'appelle l'Amérique. La Russie, plus tard, prendra possession de l'Alaska. Notre cinquième carte, c'est celle de la formation au XIXe siècle d'un glacis protégeant les terres russes. Côté Europe, grâce à l'annexion de la Finlande en 1809, la Russie conforte son influence sur la Baltique. Sur la mer Noire, la conquête militaire lui permet d'accéder au Danube et de mieux protéger Odessa. Dans le Caucase, après la Géorgie et l'Azerbaïdjan, la Russie conquiert les Khanats de Erevan, Nakhichevan dans le Caucase, mais elle rencontre chez les montagnards du Caucase, Ingouches, Tcherkesses, Tchétchènes, une résistance considérable qui va durer jusqu'en 1864, d'ailleurs on devrait dire jusqu'en 2003. Côté Asie maintenant, en Asie centrale, elle conquiert à partir de 1816 le Kazakhstan, puis le Turkestan qui sera soumis en 1876. Après avoir évincé la Chine de la rive gauche de l'Amour, la Russie fonde en 1860 un port sur le Pacifique, ce sera Vladivostok, c'est-à-dire celui qui domine l'Orient en russe. Voilà, en quelques siècles et de très nombreuses guerres, comment une principauté devient un empire. Depuis son berceau kievien, l'absence de relief a sans doute aidé la Russie à vouloir toujours s'étendre et à s'appuyer sur des frontières naturelles pour assurer sa protection. Notamment les montagnes du Pamir et du Tian Shan en Asie centrale, le désert de Karakoum en Turkménie, le fleuve Amour et la mer de Bering en Extrême-Orient, les monts du Caucase, seul l'Alaska, trop vaste, sans arrière-pays et surtout à 10 000 km de la capitale, est vendu en 1867 pour 7 millions de dollars aux États-Unis d'Amérique. Alors pour conclure, jouons un petit peu aux cartes. À part la Pologne et la Finlande, indépendantes en 1918, et à part les Kouriles du Sud, annexées en 1945, l'enveloppe de la Russie en 1914 est à peu près la même que celle de l'URSS que nous avons connue jusqu'en 1991. C'est pour consolider ses frontières que la Russie avait formé un glacis de protection avec la signature du pacte de Varsovie qui la liait à 6 États d'Europe de l'Est. Voilà, au travers de ces étapes montrant la formation du territoire, qu'est-ce qu'on peut retenir comme constante ? D'abord, la grande fluidité de l'espace russe sur une grande zone de plaine, de steppe, qui induit la mobilité, la faible organisation sociale, toute cette particularité de l'histoire russe et soviétique que sont les vagues de colonisation de nouvelles terres. Ensuite, il y a l'apport de la tradition byzantine et tatare sur le pouvoir russe, un pouvoir autocratique que l'on retrouve d'ailleurs dans la Russie d'aujourd'hui.
Et puis il y a ce lien très fort à la terre. Je cite l'auteur Afanassiev. La terre, pour les Russes, c'est notre mère à tous. On ne peut pas la démembrer, car cela reviendrait à démembrer sa propre mère. Le livre d'Afanassiev dont je vous parlais, c'est De la Russie, édité chez Fayard, et puis un livre de Marie-Pierre Ray, chez Flammarion, La Russie et l'Europe d'Ivan le Terrible, à Boris Eltsine.